Avec nous dans cette émission, mesdames et messieurs, et bienvenue à toutes et à tous dans Entre les lignes. Nous sommes le mardi 7 janvier 2025. Eh bien, dans cette émission, nous allons aborder, d'abord, on va revenir sur le communiqué conjoint Joseph Kabila et Moïse Katumbi. On va également évoquer le communiqué qui a clôturé la rencontre entre Joseph Kabila et Claudel Loubaya. Nous parlerons de ce message adressé à la nation de M. Martin Fayoulou, la question de l'Est, sans oublier la réforme constitutionnelle. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans Entre les lignes. Nous recevons dans cette émission Maître Richard Bondo. Maître Richard Bondo n'est pas présenté, mais je vais quand même tenter. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est avocat également à la Cour pénale internationale. Il est également cadre à l'UDPS Tshisekedi. Maître Richard Bondo, bonjour. Bonjour Dan, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Buzz. Merci beaucoup de nous faire cet honneur. Prendre part à cette émission, Maître Richard Bondo. On va commencer avec ces communiqués conjoints signés entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi qui a fait couler encre et salive. Vous l'aviez commenté tout récemment dans nos grandes tribunes. Notre dernière émission, Maître Bondo, a été très très critiquée par les proches de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi, annonçant que ce que vous dites n'est pas du tout fondé et totalement faux, et qui ne sont pas d'accord à accepter tout cela. Maître Bondo, comment vous réagissez par rapport à ces personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous avez avancé? Ils n'ont aucun mandat de M. Kabila. C'est des orphelins qui ne savent plus à quel sein s'avouer. Pour preuve, le communiqué Katumbi Kabila. Qui en est le rapporteur? C'est le porte-mallette de Katumbi. Olivier Kamitatou? Olivier Kamitatou. Mais il a été président de l'Assemblée nationale. Non, non, il est devenu... Il était ministre. Il y a eu une mue dans son chef. C'est de quitter le perchoir. Abandonner son parti politique. Devenir le photographe de Katumbi. Vous parlez d'Olivier Kamitatou? Je parle d'Olivier Kamitatou. Mais c'est lui qui fait les selfies de Katumbi quand il est dans l'avion, quand il est dans son salon. Et finalement, être le porte-mallette, l'attaché case de Katumbi. Maître Jabondo, la politique est en dynamique. Est-ce qu'un jour, vous ne pensez pas que vous pouvez être en coalition avec M. Moïse Katumbi? Non, lui est étranger. L'article 5... Chemin ensemble avec Olivier Kamitatou. Vous étiez ensemble, le RASOP, Rassemblement de l'opposition. Je vous dis ceci. Maître Bondo. Moïse Katumbi a fui le Congo avec un passeport zambien. En son temps, in tempore non suspecto, un haut cadre de la Kabylie, entre guillemets, professeur Kokonyangi, nous a révélé. Il a demandé aux Congolais d'adhérer à Ensemble pour la République et Suissé Katumbi, étranger zambien, jusqu'à la moelle épinière. Mais il a été gouverneur. Oui, les imposteurs. Mais nous en avons un qui était même président de la République pendant 18 ans, étranger, rwandais.
Maître Richard Bondo. Oui. Il signe dans cet accord. Vous voyez l'accord là. Addis Abeba. Allez là où l'on signe, vous verrez qu'il signe H-Kanambe. Mais ici, il a pris un nom d'emprunt. Joseph Kabila Kaban. Mais là, dans l'accord que vous avez sous la main, il signe H-Kanambe. Donc la RDC est représentée par un certain Joseph Kabila Kaban, donc alias Joseph Kabila Kaban, président de la République. Mais la signature, dans le corps de la signature, dans sa composition, dans les éléments qui composent la signature, vous avez H-Kanambe. Mais c'est quand même discutable, hein? Ce n'est pas discutable, mon cher ami. Vous, si vous aviez... si on était dans un laboratoire, on décrypterait la signature de monsieur, mais est-ce que c'est de celui que vous appelez. C'est suffisant pour traiter Kabila de Rwandais? Mais pourquoi il a fui le Congo? Il s'est exilé. Et tous ceux qui parlent là, c'est des orphelins. Il leur a donné mandat où? Parce que maintenant, son porte-parole s'appelle celui qui s'appelle Olivier Kamitatu. Bon, un pays. C'est lui, oui, l'actuel porte-parole de la bande à Kabila Katumbi. Mais comment un Rwandais, comme vous le dites, Maître Bondo, comment un Rwandais a pu devenir chef de l'État? Voilà, c'est là le problème. Kagame monte un coup avec Louis Michel sous le parrainage. C'est un député belge qui le dit. Disons à l'Union européenne, je ne sais pas s'il est belge ou français, qui l'a dit clairement. On est allé pêcher un jeune homme venu du Rwanda, parce que Rwandais, pour en faire un président de la RDC. C'est une déclaration solennelle. Et on accuse les États-Unis, on accuse Louis Michel. Et pour preuve, Louis Michel écoutez, oui, Maître Bondo, je vous écoute. Nous sommes à Kinshasa, le 16 janvier 2001. Oui. Une rumeur envahit toute la ville. On vient d'assassiner Mouzé au palais de marbre. Sakombi Inongo informe l'opinion que Nomzé vient d'être acheminé au Zimbabwe, à Harare, pour des soins appropriés. Il est grièvement blessé. Louis Michel dit non, il n'est plus. Comment le savait-il? Nous qui sommes à Kinshasa, Sakombi Inongo nous informe que non, Mouzé est acheminé à Harare, blessé. Mais lui, Michel, le même 16, il fait une déclaration sur toutes les chaînes européennes là, TV5 et autres, RTBF. Bon, faut rappeler. Non. Oui, oui. Laurent Désiré Kabila n'est plus. Et un message, la presse rwandaise dit Mouzé n'est plus. Comment Louis Michel, le Rwanda, pouvait-il savoir alors que nous, Congolais,
on croyait que le président était aux soins urgents et appropriés à Harare. C'est pour dire que il y a eu une conspiration contre notre président de la République. Une conspiration entre qui? Mais lui, Michel le savait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne, un député européen l'a dit à haute voix, haute intelligible voix. Donc Louis Michel est dans l'assassinat. Moi, j'ai toujours dit que lorsque le procès sera rouvert, dans le box des accusés, nous aurons Louis Michel. Parce que Louis Michel, pendant que l'opinion, ici, l'information officielle nous donnée par Sakombi Nongo, était que Mzee était blessé et qu'il était acheminé en urgence à Harare pour des soins appropriés. Nous sommes le 16. Et la presse le 18, oui. Mzee revient en bière, ici. 18 janvier 2001. Décédé. Donc c'est dans une réunion de ceux qui géraient le pays à ce moment-là. Que Général Luecha dira, parce qu'on nous a surpris, alors que c'était déjà travaillé par les lobbyistes de l'assassinat de Mzee. Mais qui sont ces personnes quels sont les États qui sont dans l'assassinat de Mzee Kabila? Et pourquoi? Moi, je vous dis... Parce que vous avez cité les États-Unis. Moi, je vous dis que le député européen a cité les États-Unis et lui, la Belgique. Et la Belgique, l'homme qui était à la manœuvre s'appelle Louis Michel. Et le Rwanda. Et le Rwanda. De Paul Kagame. Il savait. Pourquoi? Oui. Parce que quand Mzee les chasse les Rwandais d'ici, qui étaient venus, rentrer chez vous, 2 août, la guerre éclate. Et on nous coupe Yinga. Et les enfants dans les couveuses ont péri. Kinshasa dans le noir. Mais un homme s'élevait. Je tire mon chapeau. Didier Moumengi. Il a pris la flamme de la révolution sous l'impulsion de Mzee. Les Kinois se sont mis debout et nous avons sauvé Mzee le 2 août 1998. Avant la mort de Mzee. Mais dites-nous, Maître Bondo, on va essayer de revenir un peu en arrière, parce que vous avez cité les États-Unis, la Belgique et le Rwanda dans l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ma question est celle-ci. Quelle est la menace qu'il représentait pour que, on va dire, les 3 États puissent chercher sa mort? Il représentait quelle menace pour qu'on l'assassine? Dan, oui. Mzee avait rompu avec toutes les multinationales
qui avait soutenu l'AFDL. Et il avait comme appui le peuple congolais. Et pour mettre fin au patriotisme de Mzee, les ennemis de la République, ceux qui ont pour idéal piller nos richesses et bâtir leur nation, se sont dit, avec Mzee, nous qui l'avons accompagné pour chasser Mobutu, tous les contrats que nous avons signés avec lui, il vient de résilier, il faut lui faire la peau. Et c'est comme ça que le député européen nous dit que c'est parti des États-Unis via la Belgique au Rwanda, et une conspiration des multinationales et de certaines puissances où on liquidait le Mzee. Pour les richesses du Congo. C'est nos richesses qu'on convoite. C'est parce qu'il n'y en a pas deux au monde. Ce pays est unique. C'est pour cela que les jeunes doivent être cultivés, être mis à niveau de connaître réellement ce qu'est le Congo. Un pays unique au monde. Le coffre-fort de l'humanité s'appelle la RDC. Maître Richard Bondo, vous parliez à l'instant de Joseph Kabila. Après la mort de Mzee, après l'assassinat de Mzee, comment a-t-on pu prendre Joseph Kabila, que vous dites rwandais, hein? Comment l'a-t-on pris pour venir l'imposer sur le Congo? Et qui est Joseph Kabila? Pour vous d'abord, pour nos téléspectateurs, qui est Joseph Kabila? Où est-il né? Comment a-t-il pu être choisi pour diriger le Congo? Dans la Bible, il y a un Melchisedec. Mais tout ce que l'on sait de Joseph Kabila, c'est que il est venu de la Tanzanie, c'est Katumbi qui l'affirme, sans passeport congolais, non, à l'époque zaïrois. Là où il est né, on ne connaît pas. Mais il serait né un 4 juin. Sifa n'est pas sa mère. Kabila Laurent n'est pas son père. Qui sont ses parents? C'est à lui de nous le dire. Et c'est pour cela qu'il a fui le Congo. Il est en exil. Il a abandonné tous ceux qui parlent. Tous ceux qui parlent là, c'est les orphelins de Kabila. Il faut simplement qu'ils se ressaisissent pour dire nous restons nous Congolais. Nous n'avons pas à suivre le Métèque dans son exil. C'est ça. Donc, à ce jour, on ne sait pas qui sont les parents de Joseph Kabila. Lui seul connaît ses parents. Il n'y a même pas de trait de ressemblance entre Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Il n'y a pas de trait de ressemblance. Quand vous les observez, il n'y en a pas. En tout cas, père et fils. En tout cas, les enfants de Mzee Laurent Désiré Kabila
nous ont dit que leur papa n'était jamais appelé Papa Mapassa, père des jumeaux. Or, celui que vous appelez Joseph Kabila, dans son vrai nom, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe, aurait une jumelle. Mais Mouzé, ses propres enfants. Quels enfants, par exemple? Qui ont dit que, voilà... Étienne Kabila, Ibrahim Kabila, les vrais enfants de Mouzé. Mais on les voyait avec Mama Sifa. Allez poser la question parce qu'elle vit. On les voyait avec Mama Sifa. Oui, oui, mais il faut aller poser la question à Sifa. Elle n'a jamais dit qu'elles ne sont pas ses enfants. Ils ne sont pas ses enfants. Non, mais allez poser la question à Mama Sifa que je n'ai jamais rencontrée. Moi, je parle de ce que je connais. Mais Maître Bondo, si aujourd'hui il y a des preuves qu'ils sont enfants de Mouzé Kabila, est-ce que vous allez retirer tout ce que vous dites sur... Non, mais Ibrahim Kabila demande l'ADN. Pourquoi on n'est pas allé à l'ADN? INRB ici, à côté. C'est Ibrahim Kabila qui dit, hein, parce il se réclame de Mouzé comme fils, qu'on aille à l'ADN. La réponse n'est jamais venue positive. D'accord, allons à l'ADN. Maître Bondo, à l'UDPS, il y a quand même cette on va dire, habitude de qualifier les opposants d'étrangers. On a suivi certains dire que Fayoulou n'était pas congolais. On a suivi certains qui disaient également que Bemba n'était pas congolais. Est-ce que c'est dans cette optique-là que Kabila non plus ne serait pas congolais? Non, à l'UDPS, on n'a jamais dit que Bemba Jean-Pierre n'était pas congolais parce que nous connaissons son père. Mobutu ne serait pas congolais non plus. Non, à l'UDPS, on n'a jamais dit ça. Parce que Papa Etienne n'a jamais dit que Mobutu n'était pas congolais. Donc ça, c'est peut-être des accusations, ou non, des supputations, des tiers, pas de l'UDPS. Même donc, nous avons été dirigés pendant 18 ans par une un Rwandais venu de la Tanzanie via Rwanda parce qu'il était, je sais pas, il était dans les encablures de Kagame là. Voilà. Et quand est-ce qu'il devient Joseph? À la chute de Kisangani. Quand l'AFD l'a avancé. Oui, quand l'AFD l'a avancé. C'est à Kisangani, après avoir assassiné un Congolais de père et de mère, Ngandu Kisase, dans le Nord Kivu. Les Rwandais assassinent Ngandu Kisase. La chute de Kisangani. Parce que dans leur marche, ils savaient préparer. Voilà, on commence même sous RCD. Wamba Diawamba serait président. D'abord, je crois que c'était Ilunga, docteur. Puis Wamba Diawamba. Mais quand on sort de Sun City, c'est Rubero. Devient le patron, le secrétaire général du RCD pour devenir le vice-président de la République. Tous les Congolais qui étaient de faire valoir, éliminés. Mais et la plupart étaient déjà partis. Ceux qui se sentaient offusqués sont allés dans les dérivés du RCD. C'est comme ça que vous avez le RCD KML, et que vous avez le truc de Lumbala là-bas, RCDN, de l'histoire du genre. Et le RCD
parti politique des Rwandais aura la présidence de la République. Vice-président de la Quel République. RCD, Maître Bondo? Le RCD De Roubaix-Roy. dont est issu Roubaix-Roy. Que des Rwandais. Mais c'est un parti créé au Rwanda. Mais l'UDPS est allié au RCD dans l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Oui, Pourquoi s'être allié aux Rwandais? c'était pour que nous ayons l'accord global et inclusif. Et le visionnaire, Étienne Tshisekedi, ne pouvait pas prêter le flanc à un accord laissant un goût d'inachevé. C'est comme ça que tout le monde a compris et lui a donné raison. On est rentré Oui. à Sun City et à Pretoria pour avoir l'accord global et inclusif et ainsi que la constitution de la transition. C'était pas une erreur de s'allier au RCD. UDPS, RCD, Non, MLP de Diongo, par exemple. C'était pas une erreur à l'époque. non, à l'époque ce n'était pas une erreur parce qu'on devait sauver la patrie. De quoi? Le Congo était déjà balkanisé. Grâce à Papa Étienne, il a été réunifié. Grâce à... Papa Étienne qui a fait voir à toute la communauté internationale que l'accord de cascade était un mort-né et qu'il faut avoir un accord global et inclusif. Et pour vous montrer le sens élevé du patriotisme de Papa Étienne, d'heureuse mémoire. Quand on fait les combines politiciennes sur son dos pour l'éliminer de la transition, il dit non, je ne suis pas partant. Qu'il gère la transition. Mais pour 24 mois. Mais eux, ils sont allés jusqu'à 36 mois. Maître Richard Bondo, on va revenir. L'abandon de soi pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation et sauver la patrie. Ça, c'est Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Quand Joseph Kabila arrive au pouvoir, Oui. quelle est la situation sécuritaire du pays? En 2001, quand il prête serment, la situation sécuritaire du pays était comment, Maître Bondo? Nous étions en guerre. Nous étions en guerre. Et lui savait que quand il a pris le pouvoir, on finira autour d'une table parce que ceux qui l'ont adoubé étaient étrangers, comme lui. Le MLC avait occupé une partie du pays. Le MLC était sous la bénédiction de l'Ouganda, Museveni. Donc Bemba était soutenu par Museveni, oui. Ça c'est sûr, c'est vrai. Et tous les autres partis étaient soutenus par le Le Rwanda. Rwanda, et puis Museveni aussi. Pour les autres petits, ce que j'ai appelé les dérivés là. Donc le pays était, comme vous l'avez dit, balkanisé. Le pays était balkanisé et c'est grâce au patriotisme qu'incarnait le leader charismatique, Papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Étienne. Qu'a-t-il fait concrètement pour réunifier le pays? Il a contacté, il a fait une diplomatie, il a contacté tous les chefs d'État africains
Il a pris son bâton de pèlerin pour plaider la cause de la RDC. Un grand pays comme la RDC, 2 345 410 km², ne peut pas être émietté. Ce serait la somalisation. Sans lui, le pays serait toujours balkanisé. Mais Papa Étienne a pris son bâton de pèlerin. Et quand la transition arrive, 1+4, il dit « je ne suis pas partant ». Et les gens se dépêchent à Kinshasa pour se partager les postes. Quel est le rôle qu'a joué Joseph Kabila à l'époque? Quand Non, lui, le pays était balkanisé, il lui n'avait que le gouvernement de Kinshasa. Il jouait quel Et rôle? voilà, d'abord, l'atout qu'on avait dans ce pays, ce que je puis appeler la chance, la grâce de la RDC, c'est qu'on avait un certain Étienne Tshisekedi. Parce que c'est lui qui conseilla Mouzé. Mouzé était déjà décédé. De son vivant. L'accord de Lusaka, qui est l'accord générateur de la transition 1+4, était signé à Lusaka en 1999. Mouzé était encore en vie. Parmi les négociateurs, c'était le professeur Touaremba, et je crois Vital Kamere, et l'UDPS, avec Papa Étienne, et tout son staff, notamment Moubaké, il en sait quelque chose. Le Rwanda a besoin ou pille nos richesses. Ils volent nos matières premières, nos minerais. Ouais. Ils nous tuent. Nous envoyons un Rwandais à la tête du pays, comme vous le dites. N'était-ce pas l'occasion idéale pour balkaniser totalement ce pays? Qu'est-ce qui a empêché? Qu'est-ce qui a empêché Kabila? Oui. Je vous dis une chose. De balkaniser ce pays totalement parce que lui avait été dans les bottes de Kagame. Oui, le projet de la balkanisation était abandonné dès 1999. Je vous le dis en connaissance de cause. Il y a eu un atelier national de la société civile au centre Nganda. Septembre-octobre 1999. Au sortir de cet atelier national de la société civile, tous les représentants de la société, les délégués de la société civile, me désignèrent comme facilitateur interne du dialogue intercongolais. Et c'est moi qui ai travaillé avec Ketumile Massiré, et c'est entre mes mains que le 15 mai 2000, Massiré remettait à 22 h au Grand Hôtel à l'époque le canevas du dialogue intercongolais que j'ai distribué aux acteurs politiques. Et pourquoi? Parce que Massiré, après l'accord de Lusaka, c'est Massiré Ketumile Massiré, ancien président de Botswana, qui sera nommé par l'OIA et agréé même par le Conseil de sécurité comme le facilitateur international du dialogue intercongolais. Et une fois désigné, nous devrions nous réunir comme société civile pour participer à ce dialogue en tant que force vive. Et au sortir de l'atelier national du centre Nganda, des forces vives de la nation, moi, j'ai été nommé, j'ai été désigné par les délégués facilitateurs internes du dialogue. C'est comme ça que j'ai négocié avec
j'ai traité avec Ketumile Massiri pour que la paix revienne dans notre pays. Et finalement, tous les politiciens défilaient dans mon bureau aux galeries présidentielles, 4e étage, nouvelle galerie présidentielle, pour me donner leur liste de délégués au dialogue. Donc, pour dire que oui. Dans la préparation de ce dialogue, déjà acté, je crois que c'était au mois de juillet à Lusaka, 99, Aldo Ayelo, qui était le commissaire européen chargé de la région des Grands Lacs, il était de nationalité italienne, réunit les forces vives à la représentation de la délégation de l'Union européenne à côté du Palais de la Nation à l'époque, avant de déménager pour la BCDC ici. Nous nous sommes rendus là-bas. Nous avons posé la question à Aldo Ayelo. Ce dialogue est-il pour balkaniser la RDC? Aldo Ayelo a dit la balkanisation n'est plus à l'ordre du jour parce qu'on leur avait laissé trop de temps. Donc l'AFDEL était pour balkaniser la RDC. Et l'AFDEL ayant échoué parce que l'AFDEL arrive à Kinshasa, Etienne Tshisekedi Wamulumba dit à Laurent Désiré Kabila, demandez la facture à ceux qui vous ont accompagné et qu'ils rentrent chez eux, nous payerons. Est-ce que ce dialogue était totalement congolais? Parce qu'on l'a appelé dialogue intercongolais. Était-il, je veux dire? Oui, il était congolais, mais infiltré. Par qui? Par tous ces étrangers qui, pendant la transition 1+4, sont devenus congolais, mon cher ami. Et il y avait aussi des multinationales qui étaient là derrière. Il y avait, je peux vous dire que même certains hommes politiques africains étaient dans le coup. Pour ne pas les citer, Moustapha Niasse par exemple, le Sénégalais. C'était pour quel objectif qu'il y ait cette infiltration? Mettre la main sur, main basse, sur les richesses de la RDC, en disant nous vous avons donné la paix, nous vous avons supporté avec plus ou moins 8 millions de dollars à Sun City et nous devons récupérer cet argent, mais mettez-vous ensemble, vous allez gérer ensemble la transition. Et puis l'unité retrouvée, vous allez aboutir à la réunification de votre pays et au développement progrès de la RDC. Un pays sans lequel disons, le développement de l'Afrique ne pourrait pas être à l'ordre du jour. Alors, Maître Bondo, parlons de la Constitution. Nous sommes en Afrique du Sud comme État, Sun City 1, Sun City 2, et après il y a eu cette transition de 2003, avril 2003, et puis nous avons finalement eu cette constitution de 2006. Oui. Parlez-nous un peu de l'histoire de cette constitution. Vous qui êtes toujours à l'UDPS, vous avez vu comment tout le processus s'est déroulé. Peut-on dire aujourd'hui que cette constitution n'est-elle pas une constitution, n'est pas une constitution congolaise? Dès lors que le préambule dit nous, peuple congolais, adoptons la présente constitution. Ça, c'est sur le plan philosophique, la constitution est congolaise.
Mais maintenant, parce que il faut faire un recul en revisitant l'histoire, comment nous en sommes arrivés. Les Congolais ont certes concouru à la rédaction de la Constitution, mais l'ébauche est venue de la Belgique, du Parlement belge. Mais une fois que nous l'avons adopté, à quelle date le Parlement belge a plutôt élaboré cette constitution et qui étaient les participants? Il y avait des Belges, il y avait aussi des Congolais. Certains professeurs d'université, oui, belges, et les Congolais, certains, ont participé à la première mouture pour tracer les grandes lignes en Belgique. Et c'est comme ça qu'on a recruté notamment Bob Kabamba. C'est venu du Parlement belge. Mais la première mouture. Mais moi, en tant que juriste publiciste, c'est-à-dire nous qui pratiquons le droit public, dès lors que la Constitution dit nous, peuple congolais, adoptons, nous ne pouvons pas affirmer qu'elle est étrangère. Mais pour besoin de l'histoire, nous savons d'où elle est venue. Et nous l'avons parfaite à Kisangani, à Simisimi. Parce que, pour finaliser la rédaction, il y a eu des professeurs congolais, comme le professeur Banyakou, comme Mampouya, qui ont participé à l'élaboration de la Constitution à Simisimi. La première mouture en Belgique. Oui. Et puis la perfection ou la finalisation de la rédaction à Kisangani. Après Kisangani, quelle était l'autre étape qui a suivi? Oui, le président de l'époque de la transition a appelé au référendum et le peuple est parti, mais l'UDPS, nous, on n'était pas partis. Le peuple a voté, c'est le peuple qui a tranché. Oui, on n'est pas parti pour dire oui ou non à cette constitution, mais en démocrate, lorsque le peuple congolais a adopté la constitution, nous sommes dit, faisons du fair play, on accepte la constitution, mais il faut qu'elle soit appliquée. Elle n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été appliquée parce que en 2007, il y a eu dans cette ville, au mois de mars, une guerre. Maître Bondo, dans cette constitution, qu'est-ce qui dérange? Dans cette constitution, pour moi, ce qui dérange, c'est la majorité parlementaire, d'abord. C'est une majorité élitiste, parce que composite. Alors que, pour bien gérer le pays, le président de la République doit avoir sa majorité présidentielle. Je crois, lors de la dernière émission, je vous ai démontré comment le président de la République, qui en vertu de l'article 69 de la Constitution, est un monarque républicain. Il détient tous les pouvoirs. Mais, à l'article 86,
le pays menacé, pour qu'il déclare la guerre, il doit obtenir l'autorisation des deux chambres et l'avis préalable du Conseil supérieur de la défense. Alors que, quand vous lisez l'article 69 de la Constitution, le président de la République est un véritable monarque républicain. Seul, il peut tout, parce que c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et de la continuité des services publics de l'État. C'est lui qui nous garantit même l'intégrité de notre territoire, notre souveraineté. Mais lorsque l'État est menacé, pour qu'il déclare la guerre, il en réfère aux deux chambres qui lui donnent l'autorisation de s'adresser au peuple pour mettre sur pied de guerre notre armée. Vous comprenez que là, pendant que vous, président de la République, vous attendez l'autorisation, l'ennemi peut venir envahir la capitale et vous chasser. On a suivi Martin Fayulu, pour ne pas dire, citer également, comment il s'appelle, Martin Fayulu, qui ont dit que le Congo n'a pas un problème de texte, mais c'est plutôt un problème d'homme. Non. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'homme au Congo? Non. Oui, les hommes étrangers qui nous ont infiltrés, oui. Pas les hommes congolais, ni les femmes congolaises. Les Congolais Parce que, sont excellents. Non. Nous avons des exemples patents. Mais ceux qui détournent l'argent sont des Rwandais ou des Congolais? Non, là, c'est des Congolais fragiles. C'est pour cela qu'il faut une enquête de personnalité avant de nommer quelqu'un à un poste de responsabilité. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. Nos services doivent filer les gens, les retracer. Qu'est-ce que ces gens ont déjà géré dans la vie? Vous venez de la Belgique. On ne sait pas ce que vous faisiez là-bas. Oh, je suis ministre de. Alors que dans votre vie, vous n'avez jamais été même faire une lettre d'explication à un chef. Vous n'avez jamais été dans un service. Comment ces gens peuvent tomber comme ça, comme un cheveu dans la soupe? Oh, on est ministre. On est DG ou PDG ou PCA. Vous n'avez jamais géré. Ça, ce sont les... Vous savez... Non, écoutez-moi. Oui. Il y a un monsieur qui n'a jamais eu compté pour son compte 1000 $. Il vient en Europe, il n'a jamais compté 1000 €. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'Europe, les États-Unis, tout ça. L'Amérique, même les Caraïbes. Mais vous trouvez des gens, quand vous débarquez, c'est eux qui viennent à votre hôtel pour que vous leur achetiez à boire, à manger. Mais vous ne verrez jamais leur maison. Mais ces gens-là, qui n'avaient jamais eu 1000 € comptés, ils se trouvent devant des sommes énormes. Qu'on dit, ces sommes, c'est pour construire les routes, les écoles, les hôpitaux, les voies ferrées. Mais c'est vous qui avez la signature.
Il le regarde. Merci beaucoup. On appelle ça 20 millions de dollars. Oh, c'est ça 20 millions de dollars. D'abord, il est épaté par le volume, l'immensité de la somme. Il perd la tête. Il y a un déclic là. Et il met la main dans l'argent. Et quand on l'arrête, nous les ressortissants d'eux, alors que dans le ressortissant de là, il n'a même pas construit une case. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. Voilà le problème que nous avons. Oui. C'est éduquer le peuple au patriotisme. Merci beaucoup. Ce qui se fait ou qui s'est fait à Addis Abeba, c'est terminé là-bas. Ça n'émeut aucun Congolais, ni aucune Congolaise. Ceux qui sont en exil reviendront à l'avènement de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo, pour votre participation à cette émission. Maître Bondo est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe depuis 1987. Oui, oui, oui. Il est également avocat à la Cour pénale internationale au cadre du parti présidentiel UDPS Tshisekedi. Maître Richard Bondo est un proche du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Heureusement que le lapsus est vite parti, parce qu'un proche d'un étranger, je ne peux pas l'être. Moi, je reste congolais, c'est le Congo ou rien. Voilà, merci beaucoup, Maître Richard Bondo, de votre participation. C'est moi qui vous remercie, Dan. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Portez-vous bien et au revoir.